c'est vraiment un plaisir que de parler de Strange Illusion. De toute façon, c'est un plaisir que de parler du Ulmer, parce que tout, avec Ulmer, tout est toujours extravagant. Donc, pour parler de ce film, je suis obligé un peu de parler de moi et de ma rencontre avec Ulmer, puisque avec Luc Moulet, nous sommes les auteurs, je crois, d'un des deux seuls interviews d'Ulmer, l'autre étant celui de Peter Bogdanovich. En tous les cas, et nous, on était les premiers interviews qui est repris dans Amis américains, maintenant la nouvelle édition d'Amis américains. Et dans cette interview, Ulmer nous avait parlé de Strange Illusion. Et il nous avait dit que c'était un film très intéressant, qu'il aimait beaucoup, et qui anticipait sur Psychose. Donc, à l'époque, on n'avait pas vu le film. Ça nous a pris beaucoup de temps pour le voir. Un jour, on le découvre. Je crois que c'était en Angleterre ou dans un de mes voyages aux États-Unis. Je découvre Strange Illusion. Et alors là, aucune, mais pas la moindre ressemblance avec Psychose. C'est-à-dire la personne qui essaierait de trouver une analogie entre Strange Illusion et Psychose peut y passer des heures, je pense qu'on en trouve un. En revanche, on découvre que c'est une adaptation non réclamée, non d'Hamlet. C'est-à-dire qu'avec Ulmer, très souvent, on découvre que ce qu'il a raconté était parfois, pas toujours, complètement inventé, délirant, mythomaniaque, mais que la réalité est encore plus intéressante. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Je crois que ça a été une des premières transpositions en film noir de Shakespeare. Après, il y a des gens qui l'ont fait et qui l'ont, comment dire, publicisé dans le titre. Il y a Joe Macbeth, là maintenant, que d'ailleurs, je n'ai jamais vu. D'ailleurs, un jour que j'aimerais bien voir. Bon, il y a Joe Macbeth, et puis il y a eu des transpositions dans le western de certaines de Shakespeare, l'homme Jubal d'Elmer Daves s'inspire de Othello, et on avait dit que le William Wellman, La ville abandonnée, aussi s'inspirait aussi de Shakespeare, et notamment de la pièce que Michael Powell avait toujours voulu mettre en scène. Mais là, Strange Illusion, c'est totalement net. C'est Hamlet depuis le premier plan. D'ailleurs, le film commence par un rêve. C'est l'équivalent du spectre du père d'Hamlet qui vient sur les remparts du château d'Elseneur. Là, le décor est plus prosaïque, mais on rentre, à la différence de Shakespeare, on rentre carrément dans le fantastique. Il y a des spectres, il y a des fantômes, il y a des personnages flous, il y a du brouillard, voilà, tout ça. Et il y a des gens qui prononcent un certain nombre de phrases et qui vont se révéler, qui vont finalement être dites après coup par les personnages du film. Alors, non seulement donc, le film commence comme Hamlet, alors le père a disparu dans ce qui pourrait être un assassinat, la mère est en train de vouloir convoler avec un amant qui est menaçant et qui est peut-être responsable de la mort du père. Donc on retrouve absolument la situation d'Hamlet. Il manque évidemment le fossoyeur, manque le suicide d'Ophélie. Évidemment, c'est pas une transposition littérale, c'est le point de départ, et qui va, alors là, idée totalement ulmérienne, ça, qui va aussi, ce départ onirique va aboutir à la fin à une conclusion également onirique, puisque le film se termine par un rêve. Alors un rêve plus optimiste, mais je crois que c'est un des seuls films noirs
qui se termine de manière onirique, comme ça, où le rêve de la fin inverse celui du début, et la fille et le fils et sa mère se retrouvent, et là, tout d'un coup, le monde commence à sourire, et le docteur que joue Régis Toumet fait une apparition très remarquée dans le rêve final. Voilà. Déjà, donc ça, on sait qu'on n'est pas dans un film normal. Alors Ulmer, entre autres, craque. Je crois à l'époque nous avait raconté que le film a été tourné en 4-5 jours et tout. Maintenant, les ressources, les fiches de production qui ont été retrouvées à UCLA disent que c'est entre 15 et 20 jours. D'ailleurs, c'est impossible de tourner un film. Pour une production PRC, le film est relativement soigné. Sur le net, c'est ce que disent après tous les commentateurs, que normalement ils s'attendaient à une production totalement fauchée. La production n'est pas fauchée. Il y a de nombreux décors, il y a des scènes de nuit qui sont bien éclairées, les décors ne font pas pauvres. Il y a des films d'Ulmer qui font très 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 pauvres. Celui-là n'en fait pas partie. C'est sans doute une des productions les plus riches de la PRC. Donc oui, le tournage, c'est 15, dit entre 15 et 18 jours. Bon. Et il paraîtrait même que le manoir de la famille, Cartwright, c'est la maison qui est utilisée par Hitchcock dans L'Inconnu du Nord Express. J'ai pas vraiment vérifié cette assertion, mais c'est intéressant. Donc, et que, comme toujours, je pense que Ulmer a dû aussi réutiliser des restes de décors, de films, et de productions qui étaient assez, qui étaient plus opulentes, mais qu'il utilisait très 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 bien. Alors, c'est un projet personnel d'Ulmer. Ulmer voulait le faire, ce que nous dit sa fille maintenant, pour sans doute des raisons très intimes. Ulmer perd son père quand il a 12 ans, et dès cet âge, il se sentira très, très responsable de la sécurité de sa mère. Et ça constituera quelque chose de très important pour lui. D'une certaine manière, on peut penser qu'il essaiera de jouer le rôle protecteur que Paul Cartwright, que Jimmy Lydon va essayer de jouer dans le film. Ça, c'est donc il y a là tout au long de cette histoire, je pense, des raisons fortes, personnelles, qui font que Ulmer s'attache vraiment aux personnages du film. Et d'ailleurs, ces personnages, curieusement, en tous les cas, leur rapport ressemble en inversé, c'est un peu le même triangle de rapport que Strange Woman, avec des rapports père, fils et une femme. Là, on inverse. Eddie Lamar devient Warren Williams, mais les rapports comme ça de trahison, protection, là, jouent un rôle très très important dans ces deux films. Et moi, j'ai été frappé par je veux dire, en les inversant, l'un est le négatif de l'autre, mais par leur intensité et l'importance qu'Ulmer accordait à ça. Alors, moi, je ne sais rien sur la scénariste, la mystérieuse Adèle Comandini, qui signe le scénario. D'après la fille d'Ulmer, la situation à Ulmer, à PRC, lui permettait de choisir les projets, quelquefois de prendre certains projets qui avaient été attribués à d'autres metteurs en scène, ce qui expliquerait qu'il y a une histoire qui est apparue ces dernières années sur Détour, comme quoi Détour aurait été instigé, en tout cas, ou confié
Lew Landers, qui s'appelait Louis Friedlander à l'époque. Et je pense qu'il est possible que Ulmer, ayant tout d'un coup vu que c'était un sujet intéressant, les piqué. Bon. Mais là, c'est un projet, ce serait une pièce qu'il aurait vue à New York. Et quand ils ont terminé le scénario, il y avait tellement peu de rapport avec la pièce originale qu'ils ont revendu la pièce à l'auteur. Ils lui ont restitué ses droits. Et c'est devenu un scénario original auquel aurait collaboré, comme paraît-il sur beaucoup de scénarios, la femme d'Ulmer, Shirley Ulmer. Alors, le film bénéficie alors d'un acteur. D'abord, le film est assez bien joué et a une distribution très au-dessus des films PRC d'habitude. Sally Ehlers, c'est une actrice tout à fait intéressante, bonne, juste. Voilà. Et Jimmy Lydon est très bien. Et il était dans un moment de descente un tout petit peu, et il allait remonter bientôt. Il allait faire plusieurs films tout à fait importants. Et c'est un personnage de teenager qui est relativement juste pour l'époque, qui est pas gnangnan, et qui est dans l'ensemble plus intéressant que les personnages du même âge qu'on voyait même dans des productions plus importantes, où généralement ce sont des personnages qui entraînent avec eux un poids de sermons, de moments moralisateurs, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Mais l'acteur qui est réellement formidable, c'est Warren Williams. Alors, Warren Williams, d'abord, c'est un comédien qui est absolument idéal pour ce genre de personnage. Alors, Warren Williams était un acteur formidable lors du cinéma des débuts des années 30, lors des films pré-code, où il interprète un nombre considérable de séducteurs un peu onctueux, reptiliens, charmeurs, cyniques, qui dépourvus de toute morale, et il marque vraiment plusieurs films des années 30 de manière inoubliable. Moi, je me souviens de lui dans Employés Entrance de Roy Del Ruth, où pratiquement il séduit, on comprend qu'il couche avec Loretta Young au 10e plan du film. Il la rencontre et hop, pour qu'elle puisse travailler dans la compagnie, il faut qu'elle y passe. C'était à l'époque où ce genre de scènes et de personnages qui disparaîtront quand le code ACE sera véritablement, le code ACE qui existait déjà depuis plusieurs années, mais qui n'était pas réellement appliqué. Quand il sera appliqué à partir de 34, 35, ce genre de personnage disparaîtra. Et Warren Williams s'en faisait une spécialité. De temps en temps, on lui confiait un personnage de héros. Je pense que c'est lui qui fait un simili Sam Spade dans la version assez délirante que William Dieter tourne du Faucon maltais, où il recherche, où le fat man devient une fat lady, oui, et où il recherche, au lieu que ce soit le Faucon de Malte, c'est le corps de Roland à Roncevaux. Il recherche, oui. Ça, et avec un dialogue extrêmement amusant. Et donc, ça, c'est encore Warren Williams. Il a beaucoup de rôles assez marquants. Je crois que c'est lui qui joue The Lone Wolf aussi, le loup solitaire, et il y a notamment dans un très bon épisode de Lone Wolf dirigé par André de Tos, je crois que ça s'appelle Passeport to Suez. Et puis, comme ces acteurs qui ont été des séducteurs, des semi-vedettes des années 30, à un moment, ils aboutissent
sur ce que les Américains appelaient la poverty row, c'est-à-dire et la poverty row, la PRC, c'était le niveau le plus bas de la poverty row. C'était vraiment cette maison de production dirigée par Léon Fromkes, qui fera un comeback à un moment avec les deux films de Fuller, avec Shock Corridor et Naked Kiss. Mais Léon Fromkes, donc qui dirigeait la PRC, avait des standards de réalisation, de production qui étaient quand même parmi les plus bas d'Hollywood. 2-3 fois, Ulmer les transcendra, arrivera à obtenir des moyens un petit peu plus, et transcendra aussi beaucoup de sujets grâce à son talent qui est considérable. Alors, talent déjà qu'on retrouve de film en film, il y a un sens de l'image, du plan, très marqué par des origines germaniques. Les films d'Ulmer, même dans leur ton, dans leur rendu, ne font pas tellement américains. Il y a plusieurs de leurs sentiments très américains leur sont complètement étrangers. Par exemple, cette manière de vanter l'énergie conquérante, de vanter l'individu qui triomphe, d'imposer une forme d'optimisme. Là, ce sont des notions qui sont totalement étrangères au film d'Ulmer. Il y a un sentiment de désolation un peu dans les films d'Ulmer. Sinon, de désolation, de mélancolie. Même les paysages sont empreints d'une certaine menace. Il y a toujours quelque chose de sourd, la sensation d'un danger proche qui est là. Les personnages sont habités par des peurs, par par leur passé il y a là-dessus il y a une approche réellement européenne et germanique qu'on retrouvera chez d'autres cinéastes qui exilés, Preminger, Lang, De Tos, Siodmak, à des degrés divers et de manière différente, feront des films qui mineront un petit peu le rêve américain. Le rêve américain est empreint de cauchemar. C'est très, très, très sensible, déjà dans des films comme Détour, qui est une suite de cauchemars. Alors, Détour, c'est à partir d'un rêve et d'un moment, d'un début déjà dramatique, c'est comment aller de pire en pire, comment s'enfoncer dans le drame de plus en plus. Et Strange Illusion n'a peut-être pas la même intensité que Détour, n'a pas la même perfection visuelle, mais on retrouve cela quand même tout au long du film. Cette impression de menace qui provient d'un hôpital, de cet hôpital où on veut enfermer, enfin cette clinique où on veut enfermer le héros. Il y a même les plans de début, d'extérieur, de lac, je trouve n'ont aucun lyrisme. Il n'y a pas de sentiment. On n'a pas un sentiment d'ouverture, de paix. On se dit que c'est juste une pause avant que la situation devienne plus oppressante. Et comme toujours dans la plupart de ces films, ne serait-ce que ceci pour des raisons d'économie, Ulmer introduit beaucoup de scènes nocturnes ou semi-nocturnes qui ajoutent à ce sentiment de menace. Alors, il y a plusieurs touches typiquement ulmériennes, la présence de la musique classique,
qu'on va retrouver dans tous ses films. Là, c'est un concerto de Schumann qui sert de bande sonore récurrente dans les rêves. Le concerto de Schumann, qui était le concerto favori du juge Cartwright. Alors, venant de quelqu'un qui a fait sans doute le film où il y a le plus de musique classique dans l'histoire du cinéma américain. Là, je ne parle pas de Carnegie Hall, dont c'était le sujet, mais du Chat Noir, dont il y avait, qui utilisait, je crois, une quinzaine d'œuvres de compositeurs arrangées de plus ou moins bien d'ailleurs et répétées un peu ad nauseam, mais il n'y avait pas une note de musique originale, tout était tiré, adapté, réenregistré, mais tout était tiré d'œuvres classiques. Et d'ailleurs, plusieurs personnes avaient écrit que c'était des disques qu'on mettait. C'est pas vrai. C'est à plusieurs reprises, Ulmer fait réenregistrer et réarranger des œuvres classiques de Liszt, et là, il fait réenregistrer par Erdődy, qui a été son complice, son ami, et je pense qu'il y a eu des rapports très forts entre Ulmer et Erdődy. Il fait réenregistrer des morceaux, des bouts du concerto de Schumann. C'est pas vraiment, c'est Schumann revu par Erdődy, qui va mettre en valeur, par exemple, certains passages de la partition de piano. Donc ça, c'est un des traits qui est partagé par très peu de metteurs en scène, cette obsession de la musique classique, et qu'on trouve dans énormément de films d'Ulmer. On trouve aussi des détails assez pittoresques. Moi, je trouve formidable que tout d'un coup, dans cette intrigue, il y a une subite allusion à Omar Khayyam, tout d'un coup, et avec cette phrase de dialogue qui est très bonne. Alors, je ne sais pas quel est l'auteur, il dit, mais vraiment, la plupart de mes amis penseraient que c'est un lutteur turc, hein, Omar Khayyam. Et vraiment, c'est là encore, on est obligé de créditer Ulmer pour ça. Je ne vois pas qui dans APRC même aurait pu entendre parler d'Omar Khayyam. Ce qui me fait dire ça, c'est en voyant des bonus américains de certains films d'Ulmer, par exemple du très bon film avec Caroline Bluebeard. Et ben, dans le bonus américain de Bluebeard, il y a une interview du marionnettiste qui a fait les marionnettes que manipule ou censé manipuler Carradine, et qui parle et qui d'abord nous montre les marionnettes filmées en couleur. Et on s'aperçoit que ces petites poupées sont magnifiques, que les costumes sont extraordinaires. Et il nous dit que Ulmer a passé énormément de temps pour faire les costumes. Il consacrait une attention énorme, qu'il avait des désirs très précis. Il voulait que Marguerite chante pieds nus, parce que la première cantatrice qui a chanté Faust, qu'il a créé, l'a chanté pieds nus. Donc, dans ce film qui était tourné, alors avec beaucoup moins, je crois, gros budget que Strange Illusion, il y a tout d'un coup quand même quelqu'un qui va passer des heures, voire des jours, à soigner les habits de marionnettes qui sont splendides en couleur, qui perdent un peu en noir et blanc, mais qui sont quand même des détails que personne ne va remarquer. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce travail et cette ambition qui était sans doute faite que pour lui-même. Et moi, ça fait partie des faits qui m'interpellent, moi, ça, que j'ai retrouvé ça chez d'autres metteurs en scène, dans d'autres films, des gens qui passaient un temps considérable, qui mettaient au point des idées filmiques, en sachant que ces films ne seraient pas vus par la critique, qu'ils ne seraient pas remarqués. Il s'est trouvé que certains Ulmer, tout d'un coup, en France, ont été repérés. Là.
et qu'il y a eu tout d'un coup un mouvement qui est né, mais qui est né longtemps après que ces films aient été faits. Et parfois, ça a été aux États-Unis, il y a eu une personne, 10 ans, 12 ans, qui note que dans un film de Robert Floret, tout d'un coup, il y a des idées qui sont incroyables. Et c'est pas le genre d'idée qui va faire que un grand studio va les appeler en disant c'est formidable, vous avez passé là un temps considérable sur les habits des marionnettes, on voit que vous avez obtenu que c'est un truc authentique en mettant la marionnette de Marguerite pieds nus, donc on va vous confier un énorme film. Non, ces gens-là avaient une exigence qui était essentiellement vis-à-vis d'eux-mêmes. Et moi, qui me touche beaucoup, parce qu'on pouvait, et c'était le cas, vous avez d'autres films à PRC qui sont comme ça, on pouvait juste filmer de manière indifférente, ça aurait été pareil. Hein. Le résultat, la paye aurait été la même, le film aurait été reçu de la même façon, sans doute dans la critique corporative, parce que c'est pas sûr que peut-être que les critiques pouvaient noter les singularités du film, les rêves. Ça, je ne sais pas, je serais curieux de voir quelle était la critique de variété à l'époque, s'ils avaient repéré que c'était Hamlet. Ça, c'est très tard qu'on a découvert que c'était Hamlet. Et c'est en même temps, je vous dis, c'est par accident, puisque moi je m'attendais à Psychose. Donc j'attendais toujours un meurtre sur la douche qui n'est absolument pas venu. Il n'y avait pas de motel, il n'y avait rien. Et là, on ne sait pas ce qui est né dans la tête d'Ulmer pour nous lancer sur cette piste. Ça reste aussi assez nébuleux. Ça. Bon. Voilà. Donc le film fait partie des très bons Ulmer de la PRC. Il est supérieur à des films comme Girls in Chains ou même L'île des péchés oubliés, qui est un film où là, dans mon souvenir, quand les gens s'appuyaient sur le décor, ça tremblait, tellement c'était bon. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Même si la résolution de l'intrigue est un peu simple, ça c'est un peu toute la mise en place et l'écriture, la façon dont les acteurs sont dirigés pendant les 3/4 du film sont réellement surprenantes. Je connais peu de films aussi à l'époque qui consacrent autant de place au complexe d'Oedipe et qui fondent toute la dramaturgie sur le complexe d'Oedipe, comme ça, à ce point. Ce qu'on retrouvera, alors paraît-il que c'est ce qui motive même un film comme Carnegie Hall. Bon, ça je laisse aux gens aux exégètes, là. Je ne pense pas que ça se trouve dans The Man from Planet X. Ça, je ne pense pas. Mais au-delà de cette singularité qui est certainement due aux origines d'Ulmer, ça c'est cette source d'intérêt, et puis donc comme je l'ai dit, peut-être à sa vie personnelle. Ce qui est encore plus frappant, c'est ce que dégage le film, je répète. Ce sentiment de malaise, ce sentiment de n'être pas, contrairement à tant de films américains où on marche sur un terrain bien défini. Il s'agit de le défricher, il s'agit de vaincre des dangers, il s'agit de construire des routes, d'exploser, de s'affirmer. Là, dans ce film-là, on est dans l'ombre, on lutte contre quelque chose qui est latent, on n'est pas sur un terrain stable. Les apparences ne sont pas ce qu'elles paraissent être. Alors, ça pourrait être, on va me dire,
qu'on retrouve ça dans beaucoup de films qui sont des whodunits, mais généralement, ces films-là ne communiquent pas ce genre de sentiment, n'accordent pas une place comme ça à l'inconscient, à l'étrange, à ce qui est hors norme. C'est au contraire, ils privilégient une forme de rationnel à tout prix. Bon. Et là, c'est ce goût de l'irrationnel, ce goût de ce qui est nocturne, sombre, étrange, décalé, qui donne une vraie saveur à ce film. Alors, le personnage de Warren Williams, entre autres tard, parce qu'il en accumule derrière ses manières suaves et reptiliennes. Moi, l'adjectif reptilien lui convient assez. Mais derrière sa fausse bonhomie, il cache énormément de choses horribles, un nombre sans doute de meurtres, voilà, plus loin, et aussi une attirance pour les filles très jeunes. Alors, il n'arrête pas de flirter avec la fille de la femme qu'il est en train de convoiter. Alors, sentiment et situation peu évoqués dans le cinéma américain, surtout de l'époque. Déjà, le fait de vouloir épouser une femme après en avoir tué le mari est déjà une tare importante. Mais en plus, de mettre en danger ce plan machiavélique en essayant de sauter la fille, c'est quand même formidable. Et il y a deux moments. Il y a la scène de la piscine, il y a la scène déjà annoncée dans le rêve du don du bracelet là-dessus. Et à la fin, les personnages arrivent in extremis. On peut se dire qu'on était sur le point d'avoir je ne sais pas si on peut dire une tentative de séduction de mineur, mais même si le personnage ne l'est pas réellement, c'est l'idée qu'on laisse passer. Le docteur, le sinistre docteur qui dirige la clinique, dit qu'il faut qu'il se méfie de son attirance pour les très jeunes filles. Là, tout d'un coup, c'est une tare supplémentaire du personnage, et elle est assez gratinée. Et ça s'inscrit bien dans cette espèce de conception quand même un peu pessimiste, un peu d'Ulmer, qui n'est pas si éloignée que celle de Lang. Là, et qui pense qu'il n'y a pas de limite aux tares humaines. Il n'y a aucune limite. Il y a peut-être une limite, au contraire, à la bonté, mais il n'y a pas de limite au mal. Et c'est logique dans l'œuvre d'un metteur en scène qui, après tout, aura réussi l'un des meurtres involontaires les plus étonnants de l'histoire du cinéma, qui est dans Détour, qui va accroître la culpabilité du personnage principal. Là, il y a une forme d'ironie pessimiste là-dedans qui est très présente dans ce film.